Bienvenue dans le débat sur France 24. La Turquie se dirige vers un second tour de l'élection présidentielle le 28 mai. Un second tour qui s'annonce favorable à Erdogan. Le dernier comptage, qui porte sur plus de 99,9% des urnes, accorde 49,5% des suffrages à Erdogan contre 44,9% à son rival Kemal Kılıçdaroğlu. L'opposition progresse dans ses fiefs du sud-est et dans les grandes villes, mais pas de manière suffisante pour battre Erdogan qui finalement a mieux résisté que prévu dans les régions touchées par le séisme. Erdogan conserve la majorité au Parlement, 267 sièges pour son parti. À noter une poussée d'ailleurs du parti nationaliste, le MHP, qui obtient 50 sièges au Parlement. Au total, un électeur sur 4 a voté pour l'extrême droite à l'issue de ces élections législatives à un tour. L'issue du second tour de la présidentielle dépendra aussi d'un troisième homme, l'ultranationaliste Sinan Oğan, qui a recueilli un peu plus de 5% des voix au premier tour. Il n'a pas encore annoncé s'il soutiendrait l'un ou l'autre des candidats. Ce premier tour est bien sûr une déception pour l'opposition unie face à Erdogan. On va analyser ces résultats. Comment expliquer finalement la résistance d'Erdogan plus forte que prévu? Que peut-il se passer pour ce second tour? Kemal Kılıçdaroğlu a-t-il encore une chance de l'emporter? Eh bien, on en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marc Semo. Bonsoir Marc. Bonsoir. Collaborateur au Monde et ancien correspondant de Libération en Turquie. Bienvenue. En face de vous, Guillaume Perrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Point, ancien correspondant en Turquie, co-auteur avec Laure Marchand de Les loups aiment la brume, enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe, et c'est aux éditions Grasset. Nous avons avec nous également Pinar Selek. Bonsoir. Vous êtes sociologue, écrivaine. Votre dernier livre, Parce qu'ils sont arméniens, vous l'avez publié donc récemment. Je tiens à dire quand même que vous êtes traqué par la justice turque, réfugié en France. Bienvenue à vous dans le débat. Ahmed İnsel est avec nous, politologue, économiste, ancien chroniqueur pour le quotidien turc Le Cumhuriyet. Vous êtes également co-auteur avec Pierre-Yves Hénin du National Capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie, et c'est aux éditions Bleu Autour. Vous pouvez participer tout au long de cette émission sur les réseaux sociaux, #débat F24. Et avant de démarrer la discussion, je vous propose un résumé en images avec l'envoyé spécial de France Télévisions, Agnès Varamian. Chez le primeur, la télévision égrène les résultats. Le jus de grenade a un goût de victoire pour Mehmet. 5 points d'avance pour Erdogan. J'aurais bien aimé qu'il soit élu dès le premier tour, mais il va gagner. Erdogan, qui ne perd pas de voix ou si peu, et qui a retrouvé les classes populaires dans les urnes. On adore Erdogan et tout ce qu'il a fait pour nous. Hier soir, le président est apparu devant la foule qui l'a acclamé et s'est montré confiant. Si notre nation a choisi un second tour, j'en suis honoré. Et j'accueille volontiers cette décision. Bataille de chiffres et de communiqués. Cette nuit, l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu n'a pas renoncé. Nous allons gagner au second tour. Mais dans son camp, c'est la déception chez les électeurs. Je suis dépitée. Je ne pensais pas que les scores d'Erdogan seraient si hauts, après tout ce qu'il nous a fait subir. Une opposition sans trop d'espoir. Le parti d'Erdogan a remporté les législatives qui se tenaient aussi hier. Et on va tout de suite à Istanbul retrouver notre correspondant Ludovic de Foucault. Bonsoir Ludovic, vous avez suivi ces élections toute la soirée. C'est tout de même une grosse déception du côté de l'opposition, mais il reste combatif. Oui, effectivement, je vais vous montrer tout ça. Je sais que vous aimez beaucoup les unes de presse, alors je vous ai acheté plein de journaux. Et on va regarder un peu les unes ensemble. On va commencer avec les... je vous en prie. Avec la traduction. On va commencer avec les titres historiques. Avec la traduction, ça sera plus facile. Cumhuriyet, aucun vainqueur dans cette élection historique. Et du coup, Erdogan a perdu. Alors, je vous l'accorde, la logique ne saute pas aux yeux de prime abord. Mais ce que veut dire le journal, c'est qu'Erdogan est affaibli. Ça paraît très paradoxal de parler d'un homme qui est devant et qui a la majorité au Parlement comme d'un homme affaibli. Mais c'est pourtant ce que les chiffres montrent, et je suis sûr que vous allez les commenter, parce que Erdogan a perdu des voix. Bon, d'abord, il y a un deuxième tour, c'est la première fois que ça lui arrive, mais son parti, l'AKP au Parlement,
perd des voix, perd des sièges, moins 27 je crois par rapport à la mandature précédente. Et en termes de pourcentage, l'AKP enregistre en fait l'un des pires scores de son histoire. Autre titre historique de la presse turque, Hürriyet. Alors là, un titre un petit peu difficile à traduire en français. Rien n'est fini en un jour, hein, littéralement. Donc voilà, rien n'est joué, peut-être. On verra, plus prudent. On part à gauche maintenant avec Birgun, donc plutôt côté, vraiment côté opposition. On les a secoués. On va les démolir. Alors, on les a secoués probablement. L'opposition a progressé, finalement. Enfin, vous allez en parler. On va les démolir. Ça paraît quand même extrêmement ambitieux. Donc, c'est très combatif. Ça ne correspond pas vraiment à l'atmosphère qui règne en Turquie, ou en tout cas à Istanbul, où je me trouve. On sent vraiment un camp présidentiel très confiant et une opposition dans les cordes. Ce se joue. Donc là, on reste côté opposition. C'est toujours le même film, fataliste. Alors on peut penser c'est toujours le même film parce qu'à la fin c'est Erdogan qui gagne. C'est pas exactement ce que le journal veut dire. En fait, le journal dit c'est toujours le même film parce qu'à chaque fois il y a des problèmes, il y a des doutes, il y a des manipulations. Et ça aussi, bien sûr, vous allez en parler parce que si ça a été si long hier, c'est parce que le processus, le dépouillement n'a pas été fluide. S'il avait été fluide, il aurait montré à un moment et ça aurait été vu par tout le monde qui était accroché devant son écran de télévision, ça aurait montré à un moment Kemal Kılıçdaroğlu en tête. Peut-être légèrement, mais ça l'aurait montré. Et ça, c'est très important sur le plan psychologique parce que ça n'est jamais arrivé. Le parti présidentiel et ses alliés ont tout fait pour priver l'opposition de cette image, pour priver l'opposition de cette image d'une possibilité d'alternance. C'est important, évidemment, sur le plan psychologique. On va partir à droite, et franchement à droite avec Yeni Shafak, Erdogan. Et rapidement, Erdogan loin devant. Alors loin devant, non, mais avec quand même cette nuance ici d'importance, le soutien très fort de l'Anatolie. C'est aussi ça que montre cette élection. Le socle électoral d'Erdogan, c'est le centre de la Turquie, c'est l'Anatolie profonde, c'est ces populations conservatrices qu'il a faites les gardiens, les premiers défenseurs de l'identité turque. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne émission, je crois qu'on se retrouve à la fin. On se retrouve à la fin. Merci Ludovic d'avoir en tout cas planté le décor avec la presse de ce matin en Turquie. Marc Semo, bon, c'est vrai qu'on a vu que l'opposant reste combatif. Enfin, manifestement, le moral n'est quand même pas tout à fait au beau fixe. Comment expliquer qu'Erdogan ait une telle avance, malgré la crise économique et malgré la mauvaise gestion du séisme ? Il y a, comme le disait votre correspondant, il y a un socle électoral d'Erdogan qui est, voilà, il y a plusieurs Turquies. Il y a la Turquie de l'Ouest, la Turquie des grandes villes, cette Turquie d'Ankara, Istanbul, qui avait déjà voté pour l'opposition municipale et qui a reconfirmé ce vote maintenant lors de la présidentielle. Et puis il y a l'autre Turquie. Ensuite, il faut voir aussi qu'il y a toute une Turquie cette autre Turquie, qui s'égrée quelque part à Erdogan du bilan de ces derniers 20 ans, hein, parce que bon, là, il y a une crise économique, une inflation qui bat tous les records et tout, mais jusqu'il y a 4-5 ans, le niveau de vie des Turcs avait énormément augmenté, il avait triplé depuis les années Erdogan, plus le côté Erdogan qui a donné à la Turquie une place dans le monde. Et alors, tous ces gens-là disent, mais on risque de perdre tout ça, et surtout, il y a un autre élément, donc pour cet électorat conservateur, c'est celui que le retour au monde d'avant, Erdogan, la Turquie républicaine et kémaliste, n'est pas nécessairement très attirant. Alors c'est vrai que Kemal Kılıçdaroğlu a changé la donne. Il s'est montré un vrai démocrate inclusif, il a ouvert vers les minorités, etc. Mais quand même, qu'est-ce que ça voulait dire à la fin d'Erdogan ? Le retour à avant ou bien aller vers une nouvelle démocratie réelle ? Donc c'est évident que l'idée de la plupart des gens de l'opposition est d'aller vers une démocratie réelle, mais il y a toute une partie de l'électorat qui n'en était pas vraiment convaincu. Cet électorat nationaliste, bigot, musulman, conservateur. Et qui a voté donc pour Erdogan. Guillaume Perrier, mais les sondages disaient tout de même que l'opposition était devant. Alors c'est vrai que c'était au coude à coude. Les sondages favorables à l'opposition, on le disait, les sondages favorables à Erdogan donnaient Erdogan en tête. Je crois que chacun a voulu lire les sondages qu'il avait envie de lire. Chacun s'est un peu bercé d'illusions. L'opposition a mené une campagne quasi euphorique et a entraîné de fait une vague d'espoir, parce qu'il y a un vrai espoir de changement. Maintenant, on a un petit peu oublié qu'Erdogan était au pouvoir depuis 20 ans, qu'il avait tous les leviers du pouvoir à sa disposition, et que par conséquent, il était de toute façon le mieux placé pour succéder à lui-même. On a oublié aussi la force de l'électorat nationaliste, hein, c'est quand même la grande leçon de ce scrutin, c'est qu'on a 25% de l'électorat turc qui a voté pour des partis néofascistes, hein, on est
c'est un ultranationalisme à côté duquel le Rassemblement national ne ferait pas le figure quand même. Voilà, on a oublié quand même tout ce qui constitue l'identité, presque l'identitarisme du vote turc. Hein. On a un vote identitaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Erdogan a divisé la Turquie en deux, ses partisans et ses ennemis, et aujourd'hui on est dans cette situation. Ahmed İnsel, que s'est-il passé hier soir? En plus, vraiment, Kemal Kılıçdaroğlu a vraiment cru au début que ça passerait. On a vu qu'il y a eu une sorte de bataille de chiffres entre les deux candidats. Il y a aussi une affaire psychologique qui s'est passée en fait pendant cette nuit. La nuit était un peu cafouilleuse, mais les résultats qu'on avait obtenus via les partis indirectement confirmaient à peu près vers 10h, 11h du soir que Tayyip Erdogan était en tête et que son alliance, c'est pas son parti seul, mais son alliance avec le parti d'extrême droite nationaliste et le parti ultra-religieux qui a été créé il y a quelques années, il dispose de la majorité parlementaire. Et après, c'est une bataille pour savoir si l'écart sera encore 2%, 3%. Je crois que ce qui est le plus surprenant, ce qui était inattendu, c'est la montée de l'extrême droite nationaliste dans les urnes. Le parti allié à Tayyip Erdogan était crédité de l'ordre de 6, voire au maximum 7% des voix. Il dépasse les 10%. Le parti ultra-religieux récemment créé à 2,5% des voix. Un autre parti ultranationaliste à 2,5% des voix. Le troisième candidat ultranationaliste qui a fait la différence, les 5%, évidemment, c'est un vote qui risque d'aller plutôt vers Erdogan. Donc là, nous sommes dans une situation, et tout à l'heure, Guillaume a souligné, si on ajoute aussi la droite nationaliste qui est dans l'opposition, la Turquie et l'espace politique turc est pris en tenaille par une montée d'extrême droite nationaliste et religieuse particulièrement. Et cette extrême droite nationaliste est surtout motivée par une phobie kurde, par la peur que Tayyip Erdogan a diffusée depuis quelques années, où quand on parle kurde, pour la majorité de cet électorat, on passe tout de suite terrorisme, attentats, etc. Et puis le vote anti-Alevi quelque part, parce que Tayyip Erdogan, malgré sa dénégation comme quoi il ne tient pas compte des confessions de chacun, il a quand même accusé son rival les derniers jours d'être ivrogne, c'est-à-dire d'être un mauvais musulman. Et il a terminé sa campagne électorale, n'oublions pas, le samedi soir, faisant sa prière du soir dans la mosquée de Sainte-Sophie. C'est tout un symbole. Pénard Selek, votre réaction, c'est la peur qui aurait joué également dans ce vote? Bien évidemment, il y a la peur. Je vais être dans la continuité de mes amis. D'abord, je vais dire quelque chose avant de la peur. Je pense que depuis 20 ans, il y a une destruction et reconstruction sociale de la société. D'abord, islamisation de la société et implantation sociale de ce mouvement politique en utilisant les opportunités du pouvoir. Imaginez que ce parti, j'ai vérifié tout à l'heure, a 11 millions de membres. Donc être membre dans le parti, ça veut dire travail, réseau. Et la population appauvrie, avec les crises économiques, etc., est devenue dépendante des aides de l'État. Il a baissé l'âge de retraite juste avant les élections. Après le séisme, il a monopolisé les aides, etc. Et les tigres anatoliens, les promoteurs immobiliers que s'appuie le parti en pouvoir, ont commencé à construire beaucoup de promesses. Donc il y a ça, c'est important. Et à côté, il y a la peur parce que l'histoire politique très douloureuse de la Turquie est aussi l'histoire des compromissions collectives. Je pense le répertoire politique façonné par le génocide des Arméniens d'abord et d'autres violences extrêmes qui se sont suivies banalise et popularise les gouvernements autoritaires et nationalistes. Et depuis 2016, donc sur la conjugaison de multiples effets, le gouvernement en difficulté a servi de carburant ce sombre répertoire nationaliste et la peur collective
et le pays est entré dans une période de dérégulation économique, juridique, etc. Et tout cela profite encore à Erdogan, hein. Oui, par rapport à l'extrême droite ou néo-fasciste, comme Guillaume le dit, leur présence est très importante pour montrer cette dérégulation parce que leur implication ouverte dans le crime organisé est très importante pour comprendre les interconnexions police-mafia politique. Et ces organisations mafieuses sont aussi des organisations économiques. Et ce mouvement a obtenu des positions clés dans l'administration, mais aussi dans l'immobilier, transport, etc. Et ça favorise encore Erdogan, hein, d'après... L'implantation, le renforcement dans la société, militarisation, nationalisation et implantation du groupe. C'est ce gouvernement, ce pouvoir, avec ses discours et avec ses politiques, a renforcé le nationalisme extrême, le néofascisme, qui avait des bases très fortes déjà dans les sociétés. Marc Semo, pour revenir un petit peu quand même sur la sociologie de l'électorat, à Istanbul et Ankara, il faut tout de même dire que Kaka, hein, donc Kemal Kılıçdaroğlu, devance Erdogan, hein, même si c'est serré donc, dans les deux grandes villes, deux villes où d'ailleurs les maires ne sont pas de l'AKP. Et puis, bon, il y a effectivement dans le sud-est cette forte population kurde qui, elle, était très favorable à Kılıçdaroğlu et qui a mis dans les régions côtières également. Oui, parce que il faut différencier les deux. Les régions côtières sont les fiefs traditionnels du CHP, le Parti républicain du peuple, qui est le parti qu'avait fondé Mustafa Kemal, celui qui avait créé la République, inspiré du modèle jacobin sur les décombres de l'Empire ottoman. Bon, ça a toujours été cette bordure méditerranéenne des fiefs du CHP. Et puis de l'autre côté, il y a les Kurdes, le sud-est, un peu majorité kurde. Alors, le parti kurde, le HDP, n'avait pas présenté de candidat à la présidentielle, justement pour donner le maximum de chances à Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu est alévi, donc ce courant hétérodoxe de l'islam moderniste, très ouvert, etc. Il est aussi kurde, même s'il n'a jamais revendiqué sa kurdité. Mais donc il y a eu ce vote qui s'est porté sur lui. C'était un vote très très fort. À Diyarbakir, qui est la capitale du sud-est, la majorité kurde, il a eu les 3/4 des suffrages. Donc là, il y a une progression en faveur de l'opposition. Ce qui est énorme. Mais cela ne suffit pas, parce que le problème de la Turquie d'aujourd'hui, c'est que c'est une Turquie qui bascule toujours plus à droite, comme l'a très bien dit Guillaume Hermet, où donc la droite la plus dure, l'extrême droite la plus dure, identitariste, a de plus en plus de poids. Et en même temps, dans ces deux blocs, ce bloc de droite, il est malheureusement, pas de beaucoup, mais il reste malheureusement majoritaire. Et donc c'est pour ça que pour le deuxième tour, on peut être légitimement inquiet sur les chances de Kılıçdaroğlu. Guillaume Perrier, oui, la carte électorale bouge peu finalement, c'est ça qui est important. Et alors sur le vote kurde, je pense qu'il y a quelque chose de très important à souligner. Effectivement, ils ont massivement voté pour le candidat kémaliste, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes historiques quand même. Mais il y a quand même un taux d'abstention qui est beaucoup plus fort dans les régions kurdes que dans le reste du pays. Il y a une participation qui est autour de 80% contre 88 ou 90 dans l'Ouest. On l'explique par justement un refus pour une partie des électeurs kurdes de voter pour un candidat kémaliste. Voilà, ça reste quand même un interdit historique pour beaucoup de militants kurdes. Il y a aussi des régions qui ont été sinistrées par le séisme, mais où tout le monde n'a pas pu aller voter. Donc on voit dans ces régions un soutien à Kılıçdaroğlu, mais plus faible en nombre. Donc ça, c'est important comme nuance. Amel Insel, on parlait beaucoup en fait des risques de fraude. Il y avait des craintes d'irrégularité sur le scrutin. Qu'en est-il ? De nombreux observateurs étaient présents. On parle de 500 000 observateurs. Est-ce qu'on peut se dire que le scrutin, non seulement s'est déroulé sans violence, mais en plus est fiable ? C'est globalement fiable. Le scrutin est globalement fiable. Il y a eu quelques blocages organisés par le parti au pouvoir lors du dépouillement parce que manifestement, il s'était organisé pour gagner une supériorité psychologique dans l'annonce des résultats, déposer systématiquement dans les urnes, lors du dépouillement, dans les urnes où Kılıçdaroğlu était en tête, ils ont déposé systématiquement des recours pour retarder la formation des
des résultats officiels, la transmission des résultats officiels, mais in fine, ce qui est arrivé au Conseil supérieur électoral à peu près représente, peut-être il y a des fraudes ou des contestations, il y aura quelques contestations jusqu'à demain, mais globalement, les résultats représentent ce qui est mis dans les urnes. Pinar Selek, on a beaucoup parlé du scrutin pour les jeunes, du vote des jeunes. Finalement, les jeunes, ils se sont mobilisés en faveur de l'opposition ou pas ? C'était un peu l'espoir qu'avait l'opposition. Il y en a 6 millions, me semble-t-il, des primo-votants en tout cas. 5 millions. 5 millions. Oui, mais quand on dit les jeunes, aussi, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes partent de Turquie aussi, beaucoup de jeunes quittent la Turquie. Et je crois que, je ne sais pas, je n'ai pas vu les sondages par rapport aux divisions des jeunes, mais il peut y avoir des jeunes qui sont, je pense, qui seront plus proches à l'opposition. Mais moi, je vais ajouter aussi, en dehors de la peur, etc., il ne faut pas oublier qu'avant les élections, plusieurs acteurs, actrices démocratiques étaient en prison ou en exil. Les députés, les maires sont en prison, sont en prison toujours. Et aussi plein d'acteurs et actrices démocratiques en Turquie. HDP était sous mandat de fermeture. Fin avril, la police a arrêté dizaines de journalistes, avocats, artistes, militants kurdes, etc. Et aussi, il y avait beaucoup de violence dans les locaux du parti kurde. Et aussi, il y a une semaine, même pas 5 jours avant, une journaliste populaire qui chante dans les rues a été tuée par les loups gris. Et le groupe de football, il a été en déplacement. Ils ont vécu un lien change. Donc ça, aussi la répression sur les réseaux sociaux et les médias au service du gouvernement. Donc dans ce contexte, ce n'est pas un contexte normal, ce n'est pas un contexte démocratique, mais on attendait quand même un miracle, disons, parce que les jeunes étaient visibles, les femmes étaient visibles, etc. Et il y avait aussi, on voyait que le gouvernement commençait à parler de plus en plus faire des discours anti-sexistes, anti-femmes, anti-LGBTIQ, etc. Donc c'est devenu de plus en plus sexiste et homophobique. Et plein de femmes et les jeunes et les personnes LGBTIQ se sont mobilisées aussi. Donc quand on dit jeunes, c'est général. Et les jeunes, ils avaient un peu, en général, peur de leur avenir. Mais aussi, il y avait beaucoup d'autres personnes qui voyaient arriver le vrai visage du gouvernement de plus en plus fasciste. Oui, voilà. Marc Semo, elle parle du contexte, finalement, ce contexte un peu de peur, de violence, qui finalement a joué en faveur d'Erdogan. C'est ce que dit en tout cas Pinar Selek. Oui, probablement. Mais à la fois, ces élections étaient très étranges. Parce qu'elles ont été... Parce qu'en même temps, elle parle de miracle. C'est vrai que beaucoup ont vraiment parié sur Kılıçdaroğlu. Occulté par la terrible tragédie du séisme, ces 50 000 morts, ces 3 millions de déplacés. Ensuite, la campagne a été lente à démarrer, il y a eu le ramadan. Donc finalement, ça s'est joué dans les, disons, 3 dernières semaines. Avec, ces sondages qui, pour la plupart, donnaient quand même Kılıçdaroğlu en tête, alors certains de très peu... Avec en plus une nomination de Kılıçdaroğlu assez tardive aussi. Avec une nomination assez tardive. Donc tous ces éléments ont créé une campagne donc, de ce point de vue-là assez étrange. À la fin, il y a commencé à avoir de la peur. Alors, cette peur aussi était liée au fait que, comme on pensait que Kılıçdaroğlu pouvait gagner, on se demandait si le vote allait être trafiqué, si Erdogan allait respecter le verdict des urnes, etc., etc. Donc il y a eu ce climat qui a commencé à monter, des déclarations comme celle du ministre de l'Intérieur accusant l'opposition de préparer un coup d'État politique. Donc il y a eu cette tension qui est montée. Voilà. Et puis maintenant,
Mais en face, vous aviez la force tranquille, justement. C'était ça qui prenait le contre-pied. C'était la grande force de Kılıçdaroğlu, qui était l'antithèse absolue d'Erdogan, l'un qui clive, qui polarise, au verbe haut, l'autre qui inclusif, qui se pose en force tranquille. Une forme de normalité, une forme de... Mais sauf qu'Erdogan... La force tranquille n'a pas pris, en tout cas moins pris que ce que disaient les sondages. Erdogan a polarisé d'une manière extrême la société turque pendant 20 ans. Donc évidemment que cette stratégie aujourd'hui, elle trouve ses limites. Elle fait écho auprès d'une partie de la population, effectivement, la jeunesse urbaine, éduquée, mais on voit aujourd'hui que le parti d'Erdogan reste un parti de masse, un parti farouchement populaire. Effectivement, Pinar soulignait tout à l'heure, 11 millions de membres. La population est de 85 millions. Enfin, il faut se rendre compte un petit peu de l'ampleur de cette puissance de frappe électorale. Et aujourd'hui, Erdogan tire les marrons du feu. Non, je crois que l'opposition a quand même... C'était un peu la méthode Coué, quoi. Il y avait une partie de la Turquie voulait y croire. Le désespoir assez important d'une partie de la population turque ces derniers mois, ces dernières années, l'a poussé à vouloir croire dans cette candidature qui effectivement incarnait tout ce qu'Erdogan n'est pas. Après, les Turcs savent aussi à quel point l'opposition est incompétente, sans doute aussi corrompue que le pouvoir, et que un miracle peut-être, mais l'opposition au pouvoir n'aurait sans doute pas fait de miracle, et ça, les Turcs le savent très bien. Ahmed İnsel, l'opposition n'aurait pas fait de miracle. Vous pouvez rebondir sur ce que vient de dire Guillaume Perrier ? Ça dépend du miracle qu'on attend. Nous, on attendait qu'il y ait un miracle au niveau au moins de rétablissement de l'état de droit et des libertés, et que des prisonniers politiques soient libérés, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme soient respectées. Et ça, c'était quelque chose qui était réalisable. Après, effectivement, est-ce que l'opposition aurait réussi à rétablir, revenir sur la crise économique, rétablir une certaine normalité économique? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu de tiraillement entre les différents membres du gouvernement? C'est fort possible, mais on s'attendait aussi que Tayyip Erdogan ne dispose pas de la majorité à l'Assemblée, et que du coup, qu'il y ait un peu plus d'espace politique de négociation dans la Turquie. C'était pas tout à fait un miracle qu'on attendait, je pense. C'était plutôt une sortie une sortie de l'enfer. Vous savez, le slogan des Brésiliens lors des élections de Bolsonaro, des dernières élections contre Bolsonaro, était « Nous voulons fermer les portes de l'enfer ». Et puis, c'est un peu le slogan en Turquie. Nous voulons arrêter la descente à l'enfer. Mais la descente à l'enfer n'était pas économique. Il y a aussi cette descente à l'enfer répressive. Et ça, c'était réalisable. Et puis, évidemment, il y a cette montée de l'extrême droite nationaliste, de la société profonde quelque part, que les sondages d'opinion ont du mal à détecter, pas simplement en Turquie, leur montée. En Hongrie non plus n'ont pas réussi à détecter. En Brésil aussi n'ont pas détecté. Et cette société profonde, réactive, conservatrice, qui ne parle pas, qui ne donne pas son avis, qui ne s'exprime pas, et le jour de vote, ils votent massivement dans le sens d'un État sécuritaire, de l'homme fort, et dans la manifestation de ces peurs. Il n'y a pas que les peurs, il y a l'identité religieuse qui est fondamentale dans ce jeu. Et puis, dans la société, y compris peut-être dans les opposants d'Erdogan, il y a cette volonté de voir un homme fort derrière lequel on peut se mettre et qui vous protège. Pinar Sedek, c'est la religion qui a aussi été déterminante dans le vote pro-Erdogan, à votre avis ? La religion, mais moi je pense que le plus grand problème de la Turquie, c'est le nationalisme. Comme je parlais tout à l'heure, le nationalisme qui se renforce avec la peur. Et je pense que, comme je dis, Guillaume, Ahmed, Marc, bien évidemment, le miracle, c'était est-ce qu'une petite ouverture est possible? Et donc, c'était juste une petite opportunité politique qui peut permettre à... Et maintenant, on est en face des forces démocratiques qui sont déjà habituées au béton. Ce sont des fleurs qui poussent dans le béton depuis très, très longtemps.
mais qui sont un peu dans la fatigue et lassitude. Mais malgré cela, donc depuis hier, il y a une discussion importante. On voit que on a quand même vécu une expérience peut-être pas très longue, mais pas très courte non plus, une expérience démocratique de dialogue, d'être ensemble, de pouvoir faire quelque chose, espérer ensemble. Donc ça va venir par le bas, et j'espère que les répressions ne seraient pas meurtrières. C'est possible, mais si ça peut continuer encore comme ça, avec un peu de députés, peut-être ça peut continuer aussi. Ça fait sourire. Je ne suis pas désespérée 100% parce que cette société a toujours réveillé ou a créé des revitalisations après les coups d'État, après les grandes répressions meurtrières. Voilà. Mais Guillaume Perrier souriait en vous écoutant. Non, mais parce que c'est un espoir qui n'est pas nouveau. Je crois que Pinard souligne quelque chose de fondamental à comprendre. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, on a une polarisation extrême, Erdogan avec cette alliance ultranationaliste et islamiste, et puis en même temps, on a effectivement la permanence d'une société civile très forte, d'un mouvement féministe extrêmement fort. 89% de taux de participation, il faut le rappeler. Alors ça, c'est habituel en Turquie, c'est quelque chose de il faut le rappeler, parce que c'est habituel. Mais on a une société civile très impliquée et très soucieuse, je dirais, de respecter quand même des formes démocratiques, ce qui explique qu'Erdogan ne peut pas s'affranchir d'une élection avec un semblant de normalité. Donc on a ce paradoxe permanent, mais ça n'est pas la première fois que cet espoir est matérialisé. Souvenons-nous des manifestations à Gezi, il y a 10 ans. C'était déjà un sentiment assez particulier, assez comparable. L'émergence du HDP, les élections en 2015 avaient aussi fait naître cet espoir dans une partie de la société civile. Donc on est dans le prolongement de ça, effectivement, mais pour l'instant, ça ne débouche absolument pas sur une remise en question du pouvoir d'Erdogan. Au contraire, je crois qu'aujourd'hui, il sort encore... Non, mais il sort renforcé pour vous. Oui, il sort renforcé, bien sûr, oui. On est dans une Turquie duale. Ce sont deux pays qui sont, d'une certaine façon, condamnés à vivre ensemble, qui, d'une certaine façon, sont de plus en plus différents, mais ce n'est pas non plus la seule société comme ça. Aux États-Unis, vous avez aujourd'hui deux Amériques condamnées à vivre dans le même pays et qui sont de plus en plus aux antipodes. Et sur cette vitalité de la société civile, on l'avait vu notamment après le coup d'État raté, la grande répression, les dizaines de milliers de fonctionnaires qui avaient été mis à pied parce qu'ils étaient soupçonnés d'appartenir à cette confrérie guleniste ou parce qu'ils avaient soutenu un certain nombre de revendications des Kurdes. Mais il y avait ces cours parallèles d'université qui se faisaient dans les arrière-salles des cafés. Il y avait ou dans des lieux privés. Donc il y a cette vitalité qui reste. Et c'est petit à petit... Bon, parce qu'en même temps... Et qui a pris dans les villes, enfin, en tout cas, l'opposition a quand même pris... Et si on ne veut pas être totalement pessimiste... Istanbul, Ankara... Ce ballotage, c'est le premier auquel est contraint Erdogan. 45% des voix pour un candidat qui, en plus, a dit « je suis à Lévis ». Donc, c'est quand même énorme. Il a eu 45% en se posant... C'est cette minorité musulmane, voilà, en représentant de toutes les minorités, en faisant un discours inclusif, en parlant de normalité. Donc, c'est quand même aussi le signe d'une société qui bouge. Ahmed Insel, vous pensez, vous, comme Guillaume Perrier, qu'il est même plutôt renforcé avec ce scrutin, Erdogan, alors qu'il y a un second tour? Et ça, c'est inédit quand même. Oui, c'est inédit, mais... ça lui permet en même temps de sortir encore plus légitime dans les élections, parce que s'ils avaient déclaré 50,1% élus au premier tour, il y aurait beaucoup plus de soupçons de fraude, alors que là, il est à peu près sûr de gagner au second tour avec l'apport des voix nationalistes du troisième candidat et probablement un peu de déception et d'augmentation d'abstention du côté de Kılıçdaroğlu, et donc du coup il a une bâton de maréchal beaucoup plus légitime. Et par contre, Marc Semo a raison, il faut voir, pour la première fois en Turquie, un candidat face à Erdogan arrive à mobiliser 45% des voix, et ça montre que la Turquie est de l'autre côté de la Turquie. Si jamais cette déception ne disperse pas cet élan, l'autre côté de la Turquie est debout, est capable de résister peut-être par d'autres manières dans l'avenir. Et c'est aussi peut-être aussi voir au-delà des urnes, au-delà du gouvernement, comment désormais, si jamais
probablement, avec beaucoup de chance, Tayyip Erdogan est élu au second tour, comment cette société civile peut organiser une résistance, une résilience beaucoup plus efficace que ce qu'elle a pu faire ces 20 dernières années. Pinar Sellek, vous peut-être rebondir sur ce que vient de dire justement Ahmed Insel. La société civile, elle pourrait perdurer. D'abord, vous aussi, vous dites qu'il y a très peu de réserves de voix, il y a très peu de chances que Kılıçdaroğlu emporte ce second tour. C'est ce qu'a l'air de dire l'ensemble des invités sur ce plateau. Il n'y a pas beaucoup de chances, mais on ne sait jamais. Dans 15 jours, peut-être il y aurait un travail par rapport à l'abstention. Mais il faut ajouter que oui, c'est important, 45%, et malgré les répressions, malgré tous les emprisonnements, les fermetures, etc. Mais moi, je ne pense pas, si j'ai bien compris ce qu'a dit Marc Simon, je ne pense pas qu'on peut continuer à vivre ensemble avec ces néo-fascistes, par exemple, et qui sont avec ce structure politique. C'est impossible de continuer à vivre ensemble. Donc, oui. À mon avis, la résistance va continuer, mais le dialogue qui a commencé par le bas avec les conservateurs, avec les progressistes, tout ça, il y aura une vraie lutte de démocratie ou non-démocratie. Il n'y aura pas une vivre ensemble où on va se soutenir, on va se supporter, etc. C'est pas Donc possible. la société va être encore plus polarisée, d'après ce que vous dites. Pinar Sellek, Guillaume Perrier, oui, je suis d'accord. Vous pouvez rebondir là-dessus? On est dans un monde je voudrais préciser ce que j'ai... Quand je disais qu'il y a ces deux sociétés, ça ne veut pas dire qu'elles vivent ensemble dans l'harmonie. Ça veut dire qu'elles sont en conflit, mais qu'elles sont dans le même pays. Et que sur cette réalité d'une société double et toujours plus polarisée, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans d'autres pays, dont les États-Unis. Ce sont des deux sociétés en conflit. Guillaume, oui. Oui, alors après, il y a quand même quelque chose qui les réunit, c'est la question kurde. Et malheureusement, ça reste l'alpha et l'oméga de la démocratisation de la Turquie. C'est-à-dire que tant que la question kurde n'a pas trouvé de règlement politique pour permettre à cette force qui quand même représente... alors le HDP ne représente pas tous les Kurdes, il ne faut pas non plus... C'est plus complexe que ça, mais les Kurdes sont quasiment 20% de la population. Aujourd'hui, ça reste un tabou absolu dans la politique turque. Et on voit bien qu'Erdogan mène une politique ultranationaliste anti-kurde et que ça lui a apporté quand même pas mal de carburant pendant sa campagne, hein, mais que l'opposition... n'est pas tellement beaucoup plus claire sur ce point-là. Elle est très divisée. Meral Akşener, qui est le deuxième pilier de la coalition de l'opposition, a quitté la table à cause de cette question avant d'y revenir, mais sans vraiment s'engager sur ce Kılıçdaroğlu, pourtant, avait l'air vraiment ouvert, un discours ouvert sur les minorités. Modérément, quand même. Hein, voilà. Donc je pense que ça reste le point d'achoppement démocratique en Turquie et que ça continuera dans les années à venir. Ludovic, je sais que vous êtes à nouveau avec nous, justement, en direct d'Istanbul. Ce troisième candidat, donc, ce fameux Sinan Oğan, donc, qui détient 5% des voix lors de ce premier tour de la présidentielle. Bon, manifestement, lui, ses voix devraient en fait aller du côté d'Erdogan, c'est ça, mais il n'a pas donné vraiment d'instructions, si ? Non, il n'a pas donné d'instruction. Il a dit qu'il pourrait s'entendre éventuellement avec la coalition de l'opposition seulement s'il déclarait qu'il voulait effacer le HDP de la vie politique ou soutenir le fait que le parti pro-kurde soit rendu illégal. Je crois que ce à quoi on peut s'attendre pour les 2 semaines qui viennent et à cette campagne de l'entre-deux tours, ça va être, vous l'avez dit, hein, l'extrême droite nationaliste monte et les coalitions tiennent par leur extrême droite à chaque fois. Mais MHP pour la coalition présidentielle, il est parti pour la coalition de l'opposition, plus maintenant Sinan Oğan et ses 5%. Donc c'est les obsessions de cette force politique ici en Turquie qui vont donner la direction et donner un peu le tempo de cette campagne. Donc je pense qu'on peut s'attendre, on peut le craindre malheureusement, c'est comme ça. Pendant 2 semaines, on va avoir droit à un gros discours anti-syrien d'un côté, anti-kurde de l'autre. Donc, et il risque d'y avoir des violences aussi, vous pensez, Ludovic ? Je ne sais pas. On disait qu'il allait y avoir des violences et puis finalement ça s'est relativement bien passé. Mais la violence, elle est aussi dans les mots.
Justement, Ahmet Insel, est-ce qu'on risque d'avoir quelque chose d'assez violent dans cet entre-deux tours, dans ces 2 semaines avant le second tour? Tayyip Erdogan n'a pas besoin d'organiser une violence, ni non plus ses supporters, parce qu'ils sont à peu près sûrs de gagner. Ils auront probablement, par contre, pour mobiliser encore plus, pour consolider l'électorat, ce que disait Ludovic de Foucault, il y aura une violence verbale, une attaque beaucoup plus. Mais on s'attendait à ce qu'il y ait une attaque beaucoup plus contre Kılıçdaroğlu en 2 tours si Tayyip Erdogan et son alliance n'avaient pas la majorité parlementaire et que Kılıçdaroğlu avait besoin de l'appui du parti HDP ou du parti Gauche Verte qui le représente actuellement au Parlement pour avoir la majorité. Maintenant, il n'a même pas cet argument. Donc, du coup, ce sera plutôt une violence, une agression traditionnelle de la campagne politique turque, mais je ne pense pas qu'il... C'est-à-dire accusation de terrorisme, Kılıçdaroğlu prend ses ordres du PKK, ce sont des séparatistes, ce sont des agents de l'étranger. Vous savez, à un moment donné, Tayyip Erdogan, dans son discours extrêmement violent, parce qu'effectivement la violence est surtout verbale, dans son discours extrêmement violent, a traité ses rivaux d'ennemis. Alors, quand vous traitez vos concurrents d'ennemis, vous n'êtes plus dans un régime démocratique, vous êtes dans un régime de guerre. Pinar Selek, il a une chance tout de même, Kılıçdaroğlu, ou ce soir il est enterré là? Je vais ajouter, il y a déjà une violence très importante et très populaire. Comment on ne peut pas voir ça? Il y a des lynchages, les footballeurs sont battus, il y a quelques jours, le musicien il a été tué. Tous les jours, il y a des violences dans les rues et surtout, il y a des milices avec les armes de manière très informelle. Les loups solitaires tuent ou blessent les gens. Donc, ça devient banal. Il y a la banalisation de la violence extrême dans la société et tout d'un coup, on n'a pas besoin des attaques, des bombes, etc. pour qu'il s'agisse des violences. Les violences, et tous les jours. Et ça va continuer encore, pas seulement contre les Kurdes ou contre les Arméniens ou les opposants, mais aussi contre les LGBT, contre les femmes. Donc c'est une période plus dure qui nous attend. Je partage tout ce qui vient d'être dit. Non, il y a une violence qui irrigue tous les discours politiques d'Erdogan et de ses alliés depuis 15 jours. Donc la violence, elle est permanente. La violence est structurelle, comme vient de le dire Pinar Selek. Elle est absolument partout dans la société. La violence est dans les familles, contre les femmes. Les féminicides, il y en a de plus en plus et ça ne fait qu'augmenter. La violence contre les enfants, la violence institutionnalisée dans les écoles, voilà. Donc il y a énormément de violence dans la société turque. C'est quelque chose qui pas nouveau, malheureusement. Ça n'est pas nouveau, bien sûr, mais c'est quelque chose qui sert et qui nourrit la politique d'Erdogan. Et ça fait 20 ans quand même. Et au bout de 20 ans, ça va encore dans le sens d'Erdogan. C'est ça qui est quand même surprenant, Marc. Non, mais vous concluez. La différence, elle est justement dans les mots des politiques. C'est-à-dire que la société turque soit profondément violente, que ce soit en plus une société où il y a des millions d'armes en circulation. Voilà, 30 millions d'armes. Ce qui est monstrueux. Mais ce qui est l'élément nouveau et ce qui est terrible, c'est cette violence dans les mots des politiques, parce que les mots des politiques peuvent aussi devenir du plomb. Et c'est ça le problème. Vous êtes d'accord? J'ai encore 30 secondes. Ahmet Insel. Oui, c'est vrai, cette violence peut être porteuse de violence physique et il y a cette violence physique que Pinar et Guillaume ont parlé, mais moi je voulais surtout souligner que spécialement pour les élections aujourd'hui, pour le 2e tour, Tayyip Erdogan n'a pas besoin de cette violence. Il a plutôt gagné, il est plutôt assuré de gagner. Il va essayer de jouer probablement après tout une sorte de légitimité, une légitimité de royale, mais évidemment ça peut déraper localement par des supporters qui sont extrêmement violents et ils prennent leur vengeance. Merci beaucoup Ahmet Insel, Pinar Selek, merci Guillaume Perrier, merci. Marc Semo, merci Ludovic de Foucault qui était avec nous en direct d'Istanbul. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.